monsieur, bonsoir, bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Voici le sommaire. 4 ans de guerre en Ukraine et 2 témoignages profondément bouleversants. Nous recevons Elisabeth et Claudia. Elles sont réfugiées en France, elles étudient à la Sorbonne. Elles ont construit leur vie en France et elles tentent de garder un lien avec leurs proches restés en Ukraine. Vous découvrirez leur parcours dans quelques instants. Sur un tout autre sujet, nous évoquerons le succès des échecs. Ce jeu millénaire séduit de plus en plus de jeunes générations, notamment à l'école, avec des bienfaits cognitifs et intellectuels absolument indéniables. Et puis dans son panorama du vendredi, Shirley Adélaïde va nous parler de la K-beauty. C'est un peu comme la K-pop, ce phénomène musical, vous le savez, venu de Corée du Sud, sauf que là, c'est pour tout ce qui concerne la beauté et le bien-être. Shirley Adélaïde, qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonsoir Shirley. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Allez, on commence avec cette nouvelle. Le ministre de l'Éducation a saisi hier le procureur de la République pour dénoncer l'algorithme de TikTok. Des vidéos dépressives, des spirales mortifères, voilà les termes employés par Édouard Geffray après avoir passé du temps sur la plateforme chinoise. Il était hier au micro de France Inter. Moi j'ai fait le test. On a créé avec mon cabinet un compte en quelques secondes en disant qu'on avait 14 ans. En moins de 20 minutes, sans avoir liké quoi que ce soit, et sans avoir fait aucune recherche, on s'est retrouvé sur des comptes, enfin des vidéos dépressives. En commençant à les regarder, on s'est retrouvé ensuite embarqué dans une spirale complètement mortifère, avec des vidéos de scarification, avec des vidéos d'incitation au suicide. C'est pas un accident. Le fonctionnement de l'algorithme est fait pour enfermer dans ces spirales. Je viens de faire un signalement à la justice. J'ai transmis aujourd'hui même une clé USB au procureur de la République de Paris en lui montrant le film du système. Et donc ce que nous avons ajouté aujourd'hui, c'est notamment la provocation au suicide, traitement de données illicites, transfert de données à caractère illicite, parce qu'il faut qu'on arrête avec ces spirales mortifères qui embarquent des adolescents notamment dans des directions qui sont dangereuses pour leur vie. Édouard Geffray a également évoqué la proposition de loi qui veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans en France. Ce texte prévoit aussi, rappelons-le, l'interdiction du téléphone portable au lycée, sauf pour les établissements qui auront fait une dérogation. Il faut apprendre à se détacher de son téléphone pour bien apprendre, a affirmé Édouard Geffray au cours de son entretien sur France Inter. Écoutez la réaction de cette élève de 3e, Émilie, qui posait elle-même les questions au ministre de l'Éducation nationale dans le cadre de la semaine de la presse et des médias. Je suis pas très d'accord avec ça parce que quand on est en 3e, on nous dit que l'année prochaine c'est l'année où on passe à l'étape supérieure, où on est autonome et que c'est la cour des grands et qu'on pourra en fait profiter de plein de choses. Qu'on nous enlève notre téléphone alors que je pense qu'au lycée on est quand même assez grand, il y a des gens qui sont déjà majeurs au lycée, ils ont déjà 18 ans et nous enlever notre téléphone, je trouve ça assez... On peut faire aussi la part des choses, je pense qu'on peut se détacher de notre téléphone en classe, on ne nous prend pas assez au sérieux je pense. La proposition de loi devra encore être examinée au Sénat la semaine prochaine avant une possible adoption définitive. Et à l'école, les élèves se verront-ils très bientôt enseigner la guerre ? Une proposition de loi du MoDem soutenue par le gouvernement a été adoptée dans ce sens hier à l'Assemblée nationale en première lecture. Elle vise à renforcer l'enseignement à la défense nationale au collège et au lycée avec la possibilité de faire intervenir des réservistes. Mais ce ne sera pas un cours magistral, précise le rapporteur du texte, le député MoDem du Calvados, Christophe Blanchet. Attention, c'est pas un cours en plus. On va donner des clés d'entrée grâce au référentiel qui sera émis par le ministère de l'Éducation nationale pour que dans chaque matière, les profs puissent trouver des entrées qu'ils puissent faire dans leur cours tout simplement. Plus que de savoir manier une arme, il s'agirait de bien connaître les enjeux de la désinformation, les menaces cyber et la souveraineté agricole ou énergétique. À noter que le lien entre la jeunesse, l'armée et la nation fait déjà partie des thématiques qui sont portées par le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. Et puis vous vouliez nous parler d'une autre proposition de loi adoptée hier en première lecture par l'Assemblée nationale. Et oui, celle-ci vise à interdire les sucres ajoutés dans les aliments pour nourrissons et enfants de moins de 3 ans. Objectif, lutter contre l'obésité infantile et l'accoutumance au sucre
dès le plus jeune âge. Ce texte qui doit encore être transmis au Sénat pourrait entrer en vigueur dès janvier 2028. Sur un tout autre sujet, dans un livre qui vient de paraître, c'est tout un système qu'une pédopsychiatre dénonce. Oui, un système qui protège les agresseurs et laisse les professionnels impuissants devant les enfants victimes d'inceste ou de maltraitance. Ces enfants qu'on maltraite est signé Eugénie Izard et paru chez Plomb. La pédopsychiatre s'appuie sur son expérience de plus de 20 ans pour briser l'omerta. Autour de cette question, comment, sous couvert de secrets professionnels, signaler des situations de violence et protéger les plus fragiles? Car en voulant elle-même protéger une enfant maltraitée, elle a subi de très fortes pressions de la part de l'ordre des médecins. Son livre est un plaidoyer pour ceux qui sont broyés par le système soient enfin entendus. Et ça fait plus d'1 an que le collectif des victimes de Joël Le Squarnec réclame des actions concrètes de la part des pouvoirs publics pour que de telles affaires, évidemment, ne se reproduisent plus jamais. Un comité de suivi interministériel s'est d'ailleurs réuni aujourd'hui à Paris. 16 mesures d'urgence ont été soumises à ce comité, 16 mesures portées par le collectif de victimes de l'ancien chirurgien breton, condamné en mai 2025 à 20 ans de réclusion pour 299 viols et agressions sexuelles commises sur des mineurs. Manon Lemoine est la porte-parole du collectif. De repenser intégralement la prise en charge des victimes de la plainte jusqu'à l'après-procès, de prendre aussi en charge l'ensemble de la famille. Je fais un parallèle par exemple au périscolaire, où est-ce que les frères et sœurs, les parents ont été pris en charge face à l'enfer de ce que vivent aujourd'hui ces familles à Paris? Je ne pense pas. Les peines ne sont pas à la hauteur des crimes qui sont faits, puisque on est dans un cas où l'agression sexuelle en France et les violences sexuelles en France ne peuvent pas cumuler les circonstances aggravantes. C'est quand même aussi un énorme impensé du législateur, comme l'a dit la Cour lors du verdict le 28 mai dernier. Et puis après, il y a tout le système médical. Aujourd'hui encore, on voit qu'il y a des médecins qui exercent alors qu'ils sont condamnés, par exemple pour détention d'images pédopornographiques, et qui continuent d'exercer auprès de mineurs. Manon Lemoine du collectif de victimes de Joël Le Squarnec sur France Culture ce matin. Alors on va retrouver un petit peu le sourire avec un gros événement là qui arrive. Si je vous dis Wingardium Leviosa, si je vous dis Expecto Patronum, évidemment c'est Harry Potter qui revient, mais en série. Exactement, la série de J.K. Rowling continue d'inspirer les producteurs, et en l'occurrence HBO qui a dévoilé la bande-annonce hier. On regarde un petit extrait. I told you. You are a normal boy. And you're going to start acting like one. You think you're something special? There is nothing special about you. I've always wanted to know about my parents. Your parents were the kindest, bravest people I ever met. They were funny and clever. They stood up for what they believed was right. The next time I see you, we'll be in Hogwarts. Bon, le casting est différent, mais l'ambiance, les décors, le physique des personnages, on l'a vu, est plutôt fidèle au film, à ceci près que Professeur Rogue est joué par un acteur noir. Il s'appelle Papa Essiedu et ça a fait polémique sur les réseaux sociaux. L'acteur a reçu de nombreuses insultes racistes. La série Harry Potter en cours de tournage, Loïc, va sortir normalement à Noël, et si certains fans l'attendent avec grande impatience, d'autres ont été un peu refroidis par les prises de position assez controversées de l'autrice ces dernières années. Et oui, notamment sur les personnes transgenres. On s'en rappelle évidemment. Merci Shirley, à tout à l'heure parce que vous nous emmenez en Corée du Sud. On a hâte de voyager avec vous. Un peu plus de 4 ans après le déclenchement de la guerre en Ukraine, quelle reconstruction, quel avenir pour le peuple ukrainien ici en France. Nous avons le grand plaisir d'accueillir 2 étudiantes qui ont trouvé refuge à Paris et qui tentent de se bâtir un avenir florissant tout en ayant le cœur et l'esprit auprès de leurs proches dans leur pays d'origine. On va découvrir tout de suite leur histoire et leurs espoirs. Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir Elisabeth Gladkir. Bonsoir. Et Claudia Kochova, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiante ukrainienne ici en France. Alors Elisabeth, vous avez 20 ans.
Vous êtes étudiante en seconde année de licence d'histoire à la Sorbonne. Et Claudia, vous avez 19 ans. Vous êtes en deuxième année de licence à la Sorbonne en histoire et études slaves. J'aimerais revenir évidemment sur votre parcours, sur votre arrivée en France. Mais j'aimerais revenir au tout début et à ces souvenirs du premier moment où vous avez compris que c'était la guerre dans votre pays. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment précis? Oui, en fait, c'était le matin du 24 février 2022. Je suis réveillée à 5 heures du matin parce que j'ai entendu les bombardements, tout simplement. J'ai entendu les bombardements et en fait, je me suis réveillée. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui se passe. Bien sûr, après, parce que c'était déjà le contexte politique qu'on connaît depuis longtemps. Donc, avant, on a déjà parlé de la situation politique et il y avait la possibilité de la guerre qui peut commencer. Et donc, moi, j'ai compris qu'il y a la guerre. J'ai dit à ma mère, on a commencé de ranger nos affaires, tout simplement les documents, les affaires de... Les choses importantes. Oui, les choses importantes, en fait, oui. Et donc, premier jour, on était juste à la maison parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Et après, on a compris parce que moi, j'habitais à Kharkiv. Et donc, ma maison se trouve à peu près 30 km de la frontière avec Russie. Et on a compris qu'on ne peut pas rester à la maison. C'est très dangereux pour notre vie. Et on est parti au début au centre de la ville, chez sœur de ma mère, chez ma tante. Et on est resté depuis une semaine là-bas. Mais quand on a vu la situation, que la guerre quand même ne s'arrête pas, que ça ne va pas s'arrêter, on est parti. Claudia, pour vous, comment ça s'est passé? Pour moi, c'est la même chose. Je me suis aussi réveillée à 5 heures du matin parce que ma mère m'a dit que la guerre a commencé. Même si avant, on a pensé que c'est possible, car j'ai étudié à l'école française où j'avais des professeurs français. Donc, et l'ambassade française en Ukraine, il a dit pour tous les professeurs que vous devez quitter l'Ukraine dans 2-3 jours. Donc ma mère, elle a dit que c'est possible qu'on va avoir une situation difficile. Et on était prêts, mais c'était aussi une très mauvaise surprise pour nous parce que même si on connaissait que la situation est très difficile, c'était un choc qu'en 21e siècle, c'est possible que... le pays va commencer une guerre, une invasion si dure. Donc, on était à Kiev 2 semaines quand la guerre a commencé. Puis on a quitté Kiev et on a déménagé à peu près 60 km de Kiev, au sud de Kiev, pour vivre dans la maison où il n'y a pas beaucoup de bombardements parce que quand j'étais 2 semaines à Kiev, on a vu des Russes qui étaient près de notre maison. Et après cette situation, on a dit qu'on doit quitter Kiev parce que sinon on peut se retrouver dans une situation très compliquée et difficile. Pourquoi avoir choisi la France finalement? Qu'est-ce qui vous a poussé? Au début, on ne savait pas où on peut aller, mais en fait, la route a pris 10 jours pour aller en France. Et au début, on voulait s'arrêter en Allemagne, parce qu'en Allemagne, on a des amis de famille, aussi ma tante, grand-mère aussi qui habitait en Allemagne. Et après, on a quand même décidé de partir en France parce que, en fait, copine de ma mère, qui participe maintenant très activement dans, comment dire, dans la vie locale française. Oui, je peux dire elle aide les Ukrainiens en France. Ah d'accord. Elle aide aussi les soldats
ukrainiens qui sont en hôpital ici, à Paris. Et ils nous ont invités. Et donc, au début, on est arrivé chez elle. Et après, on était accueillis dans une famille française depuis 3 mois. Et après, la mairie de la ville a trouvé le bâtiment où les Ukrainiens on est déménagé là-bas. Qu'est-ce qui vous a amené en France également, Claudia? En fait, j'ai quitté l'Ukraine en 2024, quand j'ai terminé l'école française. Donc, j'ai eu mon baccalauréat à Kiev. Et donc, avec ce diplôme, c'était très facile de venir en France et de commencer mes études supérieures ici. Mais c'est intéressant, pourquoi vous aviez choisi une école française là-bas? Vous avez une attache avec la France particulière? Non, mais ma mère, elle a passé ses études à l'université de Shevchenko, c'est l'université principale de Kiev. Elle a fait les études de la langue française et latin. Et c'est pour ça qu'elle a travaillé dans une école française. Donc c'est une école qui fait partie d'un réseau international AEFE. Et comme elle a travaillé là-bas, moi et mon petit frère, on a étudié dans cette école. Et on a eu tous les cours en français. Donc j'ai eu le brevet, le baccalauréat. Donc c'était un choix un peu évident. Oui. Même si c'était aussi un choix très difficile de quitter mon pays, de déménager en France. Alors justement, on va dire que vous êtes quand même des jeunes filles et des familles très courageuses, bien sûr, d'avoir vécu tout cela. J'aimerais quand même vous dire qu'Elisabeth, qui est là, ne parlait pas français lorsqu'elle est arrivée chez nous. Et on voit combien vous maîtrisez cette langue. Donc bravo déjà pour ce travail, parce qu'on sait que ce n'est pas facile d'apprendre une nouvelle langue et que le français, et Claudia pourra nous le dire, est quand même un peu compliqué. C'est pas une langue tout à fait facile à apprendre, donc bravo pour ça. Pouvez-vous nous raconter quels ont été vos premiers écueils? Alors évidemment, c'est le fait d'arriver en France avec votre famille, d'être dans une famille d'accueil, mais quels sont les écueils, les difficultés que vous avez eues quand vous êtes arrivé en termes d'adaptation? Oui, en fait, au début, je ne pensais pas que la guerre va durer si longtemps. Et en vrai, j'ai pas commencé à apprendre une langue parce que je pensais qu'on va revenir à la maison. Mais je crois que c'était en avril 2022 et ma maison a été détruite. À Kharkiv. Et donc j'ai compris que non, en fait, je peux pas retourner. Même si je voulais, je ne peux pas retourner à Kharkiv. Et donc j'ai commencé à apprendre français. J'étais au seconde. Comme je suis arrivée à la fin de l'année, je n'avais pas de notes. J'étais juste à l'école et j'ai écouté les cours. Et après, vraiment en première, quand je suis passée en première, j'ai commencé à apprendre la langue. C'était très difficile pour moi parce que c'est pas du tout la même langue, c'est pas du tout la même groupe. L'ukrainien est plutôt une langue slave, aux racines slaves, et nous aux racines latines, donc on n'est pas du tout dans les mêmes types de mots et d'étymologie. Oui, et c'est pour ça que c'était très difficile pour moi, mais j'ai parlé anglais, et j'ai parlé avec mes camarades en anglais et avec les professeurs. Et vous avez remarqué que les Français parlaient très mal anglais par rapport au reste du monde. Nous sommes très très mal notés, vous savez, effectivement, par rapport à l'Europe. Je ne sais pas, mais mes camarades ont maîtrisé bien l'anglais. C'est une bonne nouvelle. Oui, j'ai parlé avec eux en anglais. Ouais. Et au début, premier semestre en premier, c'était très difficile. J'ai parlé qu'en anglais, en fait. Mais j'ai réussi quand même à passer le bac en français. J'ai obtenu 16 en oral. C'était une surprise pour moi aussi. Mais j'ai réussi à l'obtenir. Et après, au terminal, bien sûr, ça a commencé à être plus facile. Et j'ai réussi à passer le bac général. J'ai obtenu mon bac général. Et après, j'étais acceptée à la Sorbonne Université. Eh bien, bravo, c'est un beau parcours. Pour vous, c'était, j'ai envie de dire, un tout petit peu plus facile, peut-être, l'adaptation, sachant que vous maîtrisiez déjà le français?
Oui, en fait, j'ai commencé d'étudier le français en 6e, quand j'ai commencé mes études dans une école française, parce qu'avant, j'étais en école ukrainienne. Donc pour moi, c'était plus facile de s'adapter ici, même si la langue française en quotidien, c'est pas la même chose qu'on apprend à l'école. Parce que même si en Ukraine, j'ai eu des cours en français, tous mes camarades parlaient en ukrainien. Donc il y a cette différence quand tu arrives dans un pays et tout le monde parle que français. Et il n'y a personne qui va comprendre ton langue maternelle, qui va t'aider à s'adapter mieux. Donc c'était vraiment une question d'adaptation qui empêche de sentir très bien au début de déménagement. Mais après, avec le temps, ça passe très bien. De quelle manière vous vous êtes rencontrées toutes les deux? C'est à la Sorbonne que vous vous êtes rencontrées pour la première fois? Oui, en fait, j'ai encore des cours dans un autre campus, à Malesherbes. J'apprends là-bas les études slaves. Donc, j'ai rencontré mes 2 autres copines là-bas. Et on était au CM de l'histoire avec ma copine. Et on a parlé ukrainien. Lisa a entendu la langue ukrainienne, elle a retourné et demandé d'où vient-nous. Et c'est comme ça qu'on a commencé de discuter à l'université et puis passer le temps ensemble. Et c'est important que vous soyez ensemble parce que vous parlez, je pense, ukrainien entre vous et c'est votre attache également à vos racines, finalement. Oui, on s'est connus avec Claudia, comme elle a dit, au CM d'histoire. Et bien sûr, quand j'ai entendu la langue ukrainienne, je suis retournée parce que j'étais seule dans une faculté où tout le monde parle français. Bien sûr, je voulais faire des amis françaises, mais quand même avec les Ukrainiens. Pour moi, c'est plus simple parce que il y a aussi l'aspect de mentalité, bien sûr de la langue. Et donc, bien sûr, quand j'ai entendu la langue ukrainienne, j'ai demandé à Claudia d'où elle vient. Et ça vous a rapproché. Oui. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que votre regard sur le système éducatif français. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est moins bien? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est... voilà, ça m'intéresse de savoir comment vous jugez le système français. En fait, il y a pleinement de différences, notamment avec l'école. En France, on étudie plutôt les choses qui vont être utiles dans la vie, tandis qu'en Ukraine, on reste sur un système éducatif plus difficile, avec des études orientées en vraiment les études supérieures, parce que ce qu'on apprend dans les écoles ukrainiennes au 6e, on apprend à l'école française ça qu'en 3e. Donc il y a cette différence de niveau. Et à l'université, il y a aussi plusieurs différences, car en Ukraine, tous les examens sont à l'oral. Ah, il n'y a pas d'examen écrit? Parfois, mais majoritairement, c'est l'examen à l'oral. D'accord. Tandis qu'en France, on écrit chaque fois des dissertations, des commentaires de texte. Et pour nous, c'est difficile parce qu'on n'a pas la même méthode de l'éducation en Ukraine et on n'a pas le même exercice. Donc si on rédige les textes, il n'y a pas une structure assez stricte comme en France, parce que les professeurs sont très exigeants. Ils demandent vraiment de savoir faire ces exercices, d'utiliser tous les exemples, de s'organiser. Pendant l'examen, on n'a que 3 heures et c'est pas très beaucoup pour une dissertation quand tu écris pas dans ta langue maternelle. Oui, c'est vrai. Donc ça demande beaucoup de travail à côté de l'université, à côté de cours pour réussir tous ces exercices à l'université. Elisabeth? Oui, et je suis d'accord avec Claudia par rapport à tous les aspects de méthodologie en cours, mais je voulais aussi ajouter, par exemple, à l'école ukrainienne, les cours durent 45 minutes. Ah, c'est plus court, oui. C'est plus court, oui. Et si on parle de l'adaptation, c'était très difficile pour moi de m'adapter
durait des cours de 12 heures. Oui, parfois 2 heures. Après 10 minutes de pause, après 2 heures, et c'était des spécialités. Donc, et quand on ne comprend pas la langue, c'est très difficile d'écouter. Comment dire, professeur qui parle pendant 2 heures. Pendant 2 oui, heures. C'est long. C'est long et en plus, les professeurs demandent beaucoup de travail de rédaction, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de réflexion. Par exemple, à l'école ukrainienne, on a des devoirs, on peut les rédiger, mais il y a aussi l'apprentissage des poèmes. On lit des livres, mais en France, c'est différent. On n'apprend pas les poèmes, on ne lit pas beaucoup de livres, par exemple en littérature, en français. Il y a plutôt l'aspect de réflexion, de rédaction, de dissertation, et pas à l'oral, l'expression orale comme en Ukraine. Elisabeth, je reste encore un petit moment avec vous parce que je sais que votre papa est toujours en Ukraine. Comment ça se passe là-bas pour lui et de quelle manière vous arrivez à garder un contact avec lui? Oui, au début, on était ensemble avec mon père. Quand on est parti de Kharkiv, on était ensemble. Et quand nous sommes arrivés à Lviv, c'est une ville à l'ouest de l'Ukraine. En fait, la frontière avec la Pologne. Avec la Pologne, oui. Avec la Pologne, oui. Et quand on est arrivé à Lviv, il a dû rester en Ukraine parce que les hommes ne peuvent pas quitter le pays en guerre. Et donc, et même il ne voulait pas quitter. Il ne voulait pas quitter le pays en guerre. Il voulait être le soldat militaire, mais il n'était pas accepté parce qu'il a 50 ans. Et donc, il est devenu démineur des territoires dans des régions de Kharkiv et de Donetsk. D'accord. Donc, et vous arrivez à l'avoir au téléphone régulièrement, à prendre de ses nouvelles? Oui, presque chaque jour. S'il y a bien sûr du réseau, mais le dernier temps, il y a le réseau et on parle chaque jour. D'accord. Et même question pour vous, Claudia, comment vous restez en lien avec vos proches? En fait, toute ma famille est en Ukraine. J'ai 2 frères et une sœur. Donc mon grand frère, il a quitté l'Ukraine avant la guerre. Donc il habite en Pologne et toute ma famille habite en Ukraine. Parfois, c'est difficile de rester en contact parce qu'il y a toujours des bombardements chaque nuit. Mes parents sont obligés de travailler chaque jour. Donc ma mère, elle travaille à l'école, dans 2 écoles. Elle travaille aussi comme l'enseignante en ligne pour continuer d'avoir assez de l'argent pour vivre normalement parce qu'il n'y a pas de chauffage. Donc pendant cet hiver, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'électricité. Donc mes parents étaient obligés de l'acheter beaucoup d'équipements pour assurer la fonction de l'appartement. Donc c'était difficile pendant l'hiver de rester en contact chaque jour, mais quand même j'essaye de contacter, de l'appeler quelques fois par semaine pour comprendre comment est la situation en Ukraine, comment mes parents se sentent. Oui. D'accord. Dernière question pour chacune d'entre vous. Vos témoignages sont évidemment bouleversants et on voit bien la réalité de ce qui se passe, puisque nous, vous savez, en France, on voit ça à travers les médias, à travers les images que l'on voit, et c'est rare qu'on puisse avoir des paroles, et donc c'est très important de vous écouter aujourd'hui. Quels sont vos espoirs, Elisabeth, pour l'Ukraine? Évidemment que la guerre s'arrête le plus vite possible, mais quels sont vos espoirs pour l'Ukraine et les espoirs pour vous, à titre personnel? Moi, je pense pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de la paix entre l'Ukraine et la Russie parce qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de négociation possible. Et donc, bien sûr, tout le monde veut que la guerre s'arrête plus que possible. Mais ça dure déjà
4 ans. Et même depuis 2014 en Donbass. Donc pour moi, pour l'instant, il n'y a pas d'issue. Mais pour vous, quels sont les espoirs pour votre vie à vous, votre parcours? Comment vous imaginez les années qui arrivent? Comme je ne vois pas la possibilité de retourner en Ukraine et maintenant je suis à la Sorbonne Université, j'apprends le français. Moi, je pense que je vais rester en France. Je vais terminer les sciences d'histoire et peut-être en master, je vais me réorienter vers le droit ou les relations internationales parce que je trouve que c'est assez intéressant et oui, je veux vivre et rester en France. Claudia? En fait, pour moi, c'était un choix très difficile de déménager en France, mais pour le moment, c'est la seule possibilité d'avoir le diplôme vraiment des études supérieures, d'être dans un pays calme, où il n'y a pas de la guerre, et de poursuivre mes études sans interruption, sans rester chez moi et d'étudier en ligne. Donc c'est une grande possibilité de passer mes études, d'avoir mes connaissances. Par contre, j'espère qu'en futur, je peux revenir en Ukraine. Après le master, je veux aussi continuer en relations internationales et peut-être en futur, je vais avoir une possibilité d'aider l'Ukraine sur le front économique et diplomatique. Pour moi, c'est le rêve, mais on va voir. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été là et d'avoir partagé votre histoire avec nous et avec les téléspectateurs de School TV. Merci infiniment Elisabeth Gladkir et Claudia Kochova, étudiante donc ukrainienne réfugiée ici en France. Merci encore. On marque une courte pause. Chers amis, on revient tout de suite. De retour dans le grand JT de l'éducation pour vous parler d'un jeu qui a conquis le cœur de millions d'enfants et d'adultes, évidemment à travers le monde, et qui s'impose de plus en plus à l'école, c'est les échecs. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Éloi Relange. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération française des échecs, grand maître international et ancien capitaine de l'équipe de France. J'aimerais quand même, parce que tout le monde connaît à peu près le jeu des échecs, mais son histoire, on la connaît un petit peu moins, parce que c'est un jeu qui est millénaire. C'est un jeu millénaire inventé, donc qui existe depuis plus de 1500 ans à la connaissance des historiens, dont les règles n'ont pas évolué depuis 500 ans, c'est-à-dire que la version actuelle sur laquelle on joue est la même que celle qui a été jouée il y a 500 ans. Les règles n'ont plus bougé, et c'est ça qui en fait un peu un objet incroyable parmi les jeux, parmi les sports, parce que c'est un sport, c'est que l'histoire de ce jeu est millénaire, donc 1500 ans d'histoire. Donc ça vient d'Inde, c'est ça si j'ai bien compris, ou en tout cas ça vient de Perse. De Perse, exactement. Après, les historiens ont encore du mal à s'y retrouver. À s'y retrouver, exactement. De quelle manière, dans l'histoire, encore une fois, les échecs sont arrivés à l'école finalement? Alors, long trajet, longue question. D'abord, les échecs ont des enjeux de performance et d'intelligence. Et ça intéresse les nations. Donc la première chose qu'on va dire, c'est que le premier événement, c'est que les Russes ont pris les échecs comme un événement de démonstration et de domination, de démonstration de leur intelligence. C'est devenu géopolitique un peu. Exactement. Géopolitique, il y a l'école soviétique des échecs où les Russes ont... Dans de nombreux sports, ils le font. Mais aux échecs particulièrement, tous les premiers champions du monde ont toujours été russes. Il y a une tradition d'école russe et ils formaient depuis les écoles jusqu'aux grands champions. Et donc on a Garry Kasparov, Anatoly Karpov qui sont les plus emblématiques. Il y a eu l'enjeu russe-Amérique avec le match Spassky-Fischer en 1972 que nos parents connaissaient bien, qui était justement cet ovni Bobby Fischer qui a battu Boris Spassky dans un match de légende. Donc ça, c'était un jalon géopolitique important. Et ensuite, c'est devenu aussi toujours sur la performance et l'intelligence, mais un modèle pour les ordinateurs, avec IBM et Deep Blue qui a battu Garry Kasparov, puis Google et DeepMind qui ont battu l'équivalent de Deep Blue. Donc les grandes sociétés internationales ont voulu montrer leur savoir-faire technologique au travers de ce jeu millénaire, et ça en fait donc
toute une grande histoire. Pourquoi ça arrive dans les écoles? C'est la question initiale qui est une question passionnante. Eh bien, c'est parce que c'est extrêmement inclusif. Ça fait travailler l'esprit des enfants. Ils ne sont pas adversaires, ils sont partenaires. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est quand les enfants jouent ensemble aux échecs, ils s'entraident, ils s'expliquent les coups et ça crée une ambiance. Et puis il y a de vraies valeurs aussi en termes cognitifs, intellectuels. C'est-à-dire que ça crée quelque chose de très intéressant dans la logique, la réflexion, l'anticipation. Il y a plein de bienfaits finalement pour les enfants. Il y a des valeurs intrinsèques dans les échecs qui sont très fortes. C'est-à-dire que la structure même du jeu, cet échiquier de 8 par 8, 64 cases avec 32 pièces, dont des pièces qui se déplacent différemment, mais dans des lignes logiques, en diagonale, en colonne, avec le cavalier qui a un mouvement en L, ça fait qu'on va... c'est chacun son tour de jouer, donc c'est très bien structuré, donc on va pouvoir faire des plans, de la planification. Je vais devoir mettre mes pièces par là, comment j'y arrive, donc je vois des parcours de coups. En même temps, j'interagis avec mon adversaire, donc... Je joue un coup, après c'est à lui de jouer. Donc est-ce qu'il va préparer ma menace? Est-ce que je vais faire une menace? Et donc ça aussi, ça fait des interactions, des planifications et des combinaisons, pour ainsi dire. Donc ça va véhiculer, ça va faire travailler chez l'enfant beaucoup de bonnes choses. Et surtout, je dirais, ça va l'éloigner des écrans et lui faire pratiquer une activité saine pour l'esprit. Et en 2023, vous avez donc lancé le dispositif Classe Échec. Est-ce qu'on peut détailler ce que c'est exactement et puis en tirer peut-être un petit bilan? Classe Échec, c'est les échecs pour les enfants, dans les écoles, par un professeur des écoles qui ne sait pas forcément jouer aux échecs. Donc ça, c'était l'enjeu pour nous, Fédération Française des Échecs, de réussir à fournir aux professeurs des écoles, d'enlever toutes les barrières. Donc on a commencé par donner des kits de matériel avec des échiquiers, un échiquier mural, donner des fiches de conduite de séance clés en main, qu'on peut appliquer même quand on ne sait pas jouer. Donc classe échec 1 et classe échec 2, il y a 30 séances pour une année scolaire, hein, donc c'est comme ça que ça se présente. Et les professeurs, ensuite, se l'approprient. Et donc, dans une classe, ils vont faire jouer les enfants entre eux, c'est ce que je disais. Et ce qui va remonter, c'est que, effectivement, les enfants apprennent plus vite à jouer que les professeurs, parce qu'ils ont l'esprit qui va droit au but, mais c'est pas du tout un problème. Les enfants jouent entre eux, les enfants s'entraident, et ce qui va ressortir de ça, c'est que l'ambiance de classe, quand on fait échec, s'en trouve meilleure. Des fois, c'est le dernier de la classe qui se retrouve le meilleur aux échecs. L'ambiance du groupe change. Les enfants s'entraident, ceux qui comprennent peut-être un peu plus vite les échecs vont aider les autres. Donc l'ambiance aussi, ça va créer des liens entre des enfants qui n'avaient pas forcément vocation à se voir. Et les professeurs aiment beaucoup ça. Et donc ensuite, il se passe le mot. Il y a le bouche à oreille. Il y a les kits qui sont utilisés d'une classe, puis dans une autre classe, puis un autre professeur qui va s'y mettre. Et aujourd'hui, on est dans plus de 6000 écoles avec à peu près 10 000 professeurs qui font le programme. Et ce que vous dites est intéressant parce que vous dites c'est pour les professeurs qui même ne savent pas jouer. Et c'est vrai que, et je l'avoue humblement face à vous, j'ai peur, ou en tout cas, je trouve qu'apprendre les échecs est une montagne qui est trop haute pour moi. Alors je sais jouer aux dames, les dames c'est vachement bien, mais j'ai l'impression que le step d'au-dessus, qui peut être en tout cas les échecs, est quelque chose qui m'échappe un petit peu. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous les gens qui sont comme moi dans les écoles ou ailleurs pour dire qu'en fait c'est pas si compliqué et qu'on peut y trouver vraiment quelque chose? Les échecs, c'est pas compliqué. On dit qu'il faut, mettons, 5 minutes pour l'apprendre, une vie pour le comprendre. On peut le résumer comme ça. La profondeur du jeu est incroyable. Et effectivement, les champions emblématiques, ils ont une tête qui va très très vite et une culture échec qui est énorme. Et il y en a même, pardon, je fais une petite parenthèse, on voit sur les réseaux sociaux des enfants aujourd'hui ou des adultes qui jouent contre plusieurs personnes en même temps. Donc ils ont 10 adversaires, ils passent de l'un à l'autre et ils gagnent en plus. Donc c'est dire ce que ça demande intellectuellement quand même. Ah, c'est un sacré travail, un sacré challenge. C'est impressionnant. Il faut réfléchir très vite, c'est vrai. Maintenant, on s'amuse tout de suite. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a de la profondeur de jeu, mais il y a aussi l'instantanéité. C'est-à-dire, je découvre les échecs, j'apprends. Mettons qu'on commence par exemple avec que les pions, juste un roi et des pions. On va pouvoir commencer à s'amuser à deux au même niveau. Ensuite, on rajoute les pièces. Et puis, on arrive à faire une partie complète au bout de pas très longtemps, finalement. Et l'important, c'est d'avoir un adversaire du même niveau que nous, avec qui on prend du plaisir et du bon temps. Voilà. Donc, à partir de là, les échecs marchent très bien quand on est débutant, quand on est grand maître, quand on est champion du monde. Ça marche toujours aussi bien, puisqu'on a toujours des adversaires du même niveau que nous pour faire des parties engagées. En fait, il faut se lancer, c'est ça que je comprends. Il faut se lancer, puis on trouve le plaisir en faisant. Vous avez quand même aujourd'hui un ambassadeur de taille, puisqu'il fait 2,24 m. Il s'appelle Victor Wembanyama. C'est un grand joueur, la nouvelle star de la NBA, de basket américain évidemment, qui est un fan d'échecs, qui le dit
devant donc le monde entier, les médias du monde entier, et qui a même organisé un tournoi mixte basket-échecs en Île-de-France l'année dernière. Alors là, vous ne pouviez pas rêver mieux, parce que je suppose que ce n'est pas vous qui lui avez demandé de le faire. C'est lui qui a envie de faire partager sa passion pour les échecs. Tout à fait. Les grands sportifs, et donc Victor Wembanyama, peut-on rêver mieux? Non, je ne pense pas. Les grands sportifs ont toujours dans leur routine de performance des choses. Des choses, ça va être bien dormir, bien manger, être au top, pour que leurs gestes techniques dans leur sport de prédilection soient plus facilités. Et donc, ceux qui ont des sports plus physiques vont faire les échecs comme un jogging de l'esprit. C'est vraiment leur travail mental habituel. Donc, ils font travailler leur cerveau comme nous, le matin, on va faire un footing. Les grands sportifs, ils vont faire leur partie d'échecs. Et ça, Victor Wembanyama, je crois, joue vraiment aux échecs, aime vraiment ça, est convaincu que ça a des bénéfices pour un meilleur basket. Oui. Et donc, il en fait la promotion. Et ça, c'est vrai que pour la fédération et pour la pratique des échecs, c'est vraiment exceptionnel. L'analogie qu'on peut faire, c'est que finalement, pour faire des échecs, il faut se bâtir un plan 3D dans son esprit, finalement, de l'échiquier, pour voir de quelle façon les pièces vont avancer ou reculer. Et le basket, finalement, c'est un peu pareil. Quand on est sur le terrain, on doit se mentaliser le terrain et le déplacement des joueurs pour faire des passes, des dunks, des 3 points, peu importe. Est-ce que c'est ça, finalement, qui relie le basket et les échecs ? Je dis comme ça me paraît très très pertinent, parce que c'est vrai que finalement au basket, 5 contre 5, il y a le 3-3 aussi, mais le 5 contre 5, c'est vraiment chaque joueur à sa position, chaque joueur est un peu une pièce d'échec sur un échiquier qui est le terrain de basket, et donc on fait des enchaînements, des combinaisons, et on n'est pas tout seul puisque notre adversaire répond. Donc on a bien cette notion de collectif, de passe de balle, puisqu'aux échecs, une pièce va protéger une autre pièce, va la soutenir pour aller poursuivre l'attaque, les pièces vont attaquer ensemble, vont défendre ensemble, et donc c'est vrai que c'est très, ça peut jouer sur la compréhension plus rapide d'une stratégie collective. Ouais. Et alors ce qui m'a aussi étonné quand j'ai découvert un petit peu vos activités, c'est que la fédération est très impliquée pour la mixité et la prévention des violences dans le sport, et c'est vrai qu'on ne s'attend pas particulièrement à ce que les échecs soient en première ligne sur ces sujets-là, parce qu'on se dit c'est peut-être pas dans ce sport-là que c'est le plus prégnant. Racontez-nous cet engagement. Non, alors c'est prégnant partout. Ouais. Les violences sexistes et sexuelles existent partout. L'égalité homme-femme n'est pas encore gagnée du tout dans aucun endroit. Et naturellement, les fédérations sportives sont invitées, et j'en suis très heureux, à développer 3 axes. Le haut niveau, d'une part, l'augmentation de la pratique, donc nous on le fait par l'éducation et par l'école, et les politiques publiques. Donc les politiques publiques, il y a l'inclusion pour tous. Les personnes en situation de handicap, c'est une politique publique. L'égalité homme-femme est une politique publique. Et donc, on essaie de s'y engager. Donc évidemment, on a une politique de tolérance zéro sur les propos sexistes, une politique très vive et engagée dès qu'il y a des violences sexistes ou sexuelles. Donc là, on est intransigeant là-dessus. La licence est immédiatement suspendue, les signalements sont toujours faits. On travaille avec Colosse au pied d'argile, on travaille avec Signal Sport du ministère des Sports. Donc on est effectivement dans cette logique d'une meilleure société. Donc on avance avec le ministère des Sports sur ce contrat de délégation. Et sur la mixité, parce qu'on sait aussi que l'un des grands chevaux de bataille du ministère, c'est d'amener les femmes vers les sciences. On peut considérer aussi que les échecs amènent vers la science. Est-ce qu'il y a une mixité particulière dans les échecs qu'on ne trouve pas ailleurs ? Chez les petits, il y a autant de filles que de garçons qui commencent les échecs, puisque ça se passe principalement à l'école. Et donc là, on a une pleine mixité. Il n'y a pas de différence de niveau au début, c'est-à-dire que les filles jouent comme les garçons. Simplement, dans les clubs d'échecs, c'est là qu'il va y avoir la rupture, parce que traditionnellement, et ça on l'a comme un boulet aux échecs, on est un sport masculin. Il y a plus de garçons que de filles qui jouent aux échecs, et donc dans les clubs d'échecs, ça se reflète. L'entraîneur est un homme, le dirigeant est un homme, 90% des joueurs sont des hommes. Et donc une jeune fille qui arrive dans cet environnement-là ne se sent pas forcément bien. Moi-même, j'ai 3 enfants, dont une fille. Ma fille ne se sentait pas bien au club d'échecs, a préféré faire une autre activité. Mes 2 garçons ont tout de suite adhéré et adoré, et donc ont poursuivi dans les échecs. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on a 50-50 au départ, et malheureusement, on n'arrive pas à créer ce groupe de filles, ou cet environnement accueillant pour les jeunes filles qui viennent pratiquer les échecs, et donc ça nous bloque pour atteindre cette parité. On fait tout notre possible, donc on a des formations de dirigeantes pour avoir plus de femmes entraîneurs, plus de femmes présidentes,
plus de clubs qui sont formés pour un bon accueil des jeunes filles, mais la route est longue. Ouais. En quelques mots, très rapidement, quels sont les prochains grands rendez-vous pour les échecs, que ce soit en France ou à l'international ? Les grands rendez-vous, on a toujours dans cette partie haut niveau les Olympiades. Donc c'est la compétition reine, c'est un peu nos Jeux Olympiques. 200 nations représentées, 2600 athlètes qui sont présents. Donc ça aura lieu en septembre, avec une équipe de France très engagée, avec Laurent Fraissinet qui maintenant est directeur de la haute performance. Laurent Fraissinet qui est un grand joueur, qui a été manager et entraîneur de Magnus Carlsen, donc le champion du monde, pendant plus de 10 ans et 5 matchs de championnat du monde. Donc on a une superstar qui est passée du côté manager de notre équipe de France, donc on a beaucoup d'espoir là-dessus. On a des énormes talents français qui sont très forts. Chez les petits, ça arrive aussi, la relève est assurée. Donc ça, c'est un rendez-vous important pour le haut niveau. Ensuite, pour le développement, on a toujours de plus en plus d'écoles qui adhèrent au projet Classe Échecs, donc ça c'est quelque chose d'important. On essaie aussi de conquérir les échecs en ligne, avec 2 millions de Français qui ouvrent une partie d'échecs une fois par mois sur leur téléphone ou en ligne. Et eux ne connaissent pas, pour grande majorité, l'existence des clubs d'échecs et des bienfaits sociaux que ça va avoir de jouer dans un club. Donc ça aussi, on a un vaste Vous avez plein de défis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Éloi Relange, président de la Fédération française des échecs. Et tout de suite, on va retrouver notre journaliste Shirley Adélaïde qui va nous emmener en Corée du Sud. K-pop, K-drama, K-beauty, ces tendances culturelles dont les jeunes raffolent font clairement partie du soft power coréen aujourd'hui. Et elles reposent toutes sur un élément central, la beauté coréenne. Et c'est une beauté à laquelle le musée Guimet consacre une très très belle exposition depuis une semaine, Shirley. Oui, et à travers des chefs-d'œuvre qui proviennent de musées internationaux et coréens qui vont du XVIIIe siècle à nos jours. On découvre l'évolution des codes qui ont façonné cette beauté Loïc. Je voudrais commencer par attirer votre attention sur les cheveux de cette femme représentée sur l'affiche de l'exposition, parce que ce détail est tout sauf anodin. En Corée du Sud, les cheveux, c'est tout un monde. En fait, ça a commencé à voir sa symbolique se développer pendant la période Chosun, du XIVe au XIXe siècle. Les cheveux, c'était un âge, une identité, une étape de la vie. On ne se coiffait pas au hasard, c'était vraiment quelque chose d'important, comme le montre par exemple cette peinture de la deuxième moitié du XVIIIe siècle signée par l'artiste Kim Hong-do qui s'intitule tout simplement « Femme en train de se coiffer ». On prenait soin de ses cheveux en utilisant des plantes comme le sésame noir, le gingembre, l'angélique ou encore l'écorce de mûrier, autant de produits naturels qui servaient à nourrir, renforcer, voire assombrir la crinière. Et ce soin que les Coréennes s'appliquent à porter à leurs cheveux aujourd'hui vient de pratiques qui étaient décrites dans des manuels d'éducation de femmes de cour qui datent du XVe siècle, Laurie. Alors, il y avait les cheveux, mais aussi la peau. Le soin de la peau, c'est très important et depuis très longtemps. Oui, tout à fait. Si vous entendez parler aujourd'hui de cette routine coréenne avec plein d'étapes, eh bien, ça remonte aussi loin et on ne le sait pas forcément. Tout comme on ignore peut-être que cela a été influencé par le néo-confucianisme très strict, qui cultivait l'esthétique de la retenue, cheveux soignés, teint clair, vêtements sobres, ablutions quotidiennes. C'est lavage qu'on fait en suivant des rituels. En Corée du Sud, il faut savoir que comme en Asie de manière générale, le corps et l'esprit sont très liés. C'est pourquoi dans ce vieux manuel de médecine réputé, le Donggibogam, on trouve autant des remèdes aux pathologies que des formules de cosmétiques. Et puis c'est un tournant au XXe siècle, puisque c'est le moment où les codes de beauté coréennes vont être complètement bousculés, comme le montre d'ailleurs très bien cette exposition au musée Guimet. Avec tout simplement l'occupation japonaise, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée. Soudain, la Corée du Sud va être perméable aux influences occidentales et il va y avoir un mix entre tradition et modernité. Soudain, la femme coréenne a les cheveux courts et écoute des vinyles sur un tourne-disque. On va avancer dans le temps avec les K-dramas et puis surtout la K-pop, puisqu'en plus, il y a BTS qui a sorti son nouvel album, là. Vous savez, et qui est vachement bien en plus, l'album. Donc oui, K-drama
Drama, pour préciser, ces séries coréennes, des séries télévisées, et K-pop, ce genre musical typiquement coréen, influencé par la pop, le hip-hop et la dance music. Deux phénomènes et ce préfixe K qui est apparu dès les années 2010 pour indiquer que dans un monde globalisé, l'industrie cosmétique de la Corée du Sud a muté en culture visuelle à l'influence mondiale. C'est ce que nous explique Claire Trinquet-Soleri, c'est la commissaire de l'exposition. Et vous verrez que dans la K-pop, comme dans le K-drama d'ailleurs, la beauté coréenne est centrale. On en est à la 5e génération des groupes de K-pop aujourd'hui, filles et garçons. Donc ça fait plusieurs décennies maintenant. La K-pop, en fait, c'est un art total. C'est de la musique, mais pas seulement. C'est une expérience complète et elle génère en fait un nombre d'images et de médias qui est exceptionnel. Et donc à l'intérieur du phénomène K-pop, il y a les stars de la K-pop qu'on appelle parfois des idoles et qui symbolisent, qui sont parfois très souvent aussi les ambassadeurs de la beauté et des marques de cosmétiques coréennes. Claire Trinquet-Soleri, commissaire de l'exposition K-Beauty au musée Guimet, avec sa collègue Claire Bettinelli. Elle a imaginé une scénographie qui vous emporte. Elle est toute de bleu, de blanc, de rose poudré, de jaune et de violet électrique vêtu. Le violet électrique qui symbolise le Séoul contemporain. Voilà donc un grand bol de beauté coréenne à voir donc au musée Guimet jusqu'au 6 juillet 2026. Et alors sachez que si vous voulez aller plus loin, il y aura des rencontres organisées, non pas avec BTS, je vous vois venir, parce que sinon là on crée une émeute à Paris. Non, pas du tout, mais c'est encore mieux, c'est avec les commissaires des expositions, les 12 avril à 15h, le 23 avril à midi, et c'est à l'auditorium Jean-François Jarige. Elles vous raconteront donc la genèse de cette exposition, donc n'hésitez pas, c'est gratuit et c'est sur réservation. Merci beaucoup Shirley. On regarde maintenant le Zap de School TV, c'est habituel, c'est vendredi, donc c'est le Zap. Journaliste, un métier capital, un métier également détesté, quand on regarde à chaque fois les sondages sur les métiers les plus détestés, que ce soit en France ou dans le monde. Tu as le sentiment, toi, avec ton association et bien d'autres sur le terrain, de redonner des lettres de noblesse à ce beau métier? Absolument. Honnêtement, je pense que, en plus, justement, cette partie... Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça, moi. Ça me fait du bien. De savoir qu'on arrive à redonner confiance dans le métier de journaliste. Tes mots, dans ta bouche, effectivement, Ouais. et aussi ce témoignage de jeunes, oui. qui plus est. Parce que quand on écoute, en général, c'est quand on est tous des menteurs, tous des machins. Non, mais justement, c'est ça qui fait la force, on pense, du fait de faire, de produire, en fait, eux-mêmes de l'information. C'est de se rendre compte... Voilà, et puis aussi de comprendre quel est le rôle des médias dans tout ça, en fait. Honnêtement, juste expliquer basiquement en quoi ça consiste, ça aide. Et après, je pense que c'est important aussi de dire que la défiance envers les journalistes, elle vient pas que des jeunes, quoi. On le voit aussi, il y a certains politiques qui acceptent pas de parler à certains médias, et donc forcément, ça aussi, ça participe à la défiance. Voilà, donc c'est un peu... faute partagée. Et je pense que même toutes les autres associations de MI peuvent confirmer que, honnêtement, ça a un vrai impact. Et puis, j'imagine que les jeunes peuvent être influencés par ce qu'ils consomment sur leur smartphone, bien sûr, sur les applications, sur les réseaux sociaux, comme tu disais, mais aussi peut-être par leur entourage familial, leurs proches. Donc, c'est un tout. Donc, il faut les éduquer, eux, et puis... Et les adultes aussi. 30 secondes pour faire le pitch. Qu'est-ce que Mexti ? Alors, Mexti, c'est une plateforme qui permet justement de créer des contenus interactifs sans coder. Du coup, en fait, l'idée, c'était vraiment de permettre à des formateurs et des enseignants de partager du contenu sans compétences justement en programmation ou de compétences justement... c'est ça. Aucune compétence technique de base, finalement. Aucune compétence technique, exactement. Sans compétence technique et de programmation, qu'elle puisse promouvoir le contenu qu'elle souhaite, parce que aujourd'hui les contenus interactifs, c'est beaucoup... si on souhaite vraiment faire des contenus avec de l'interactivité, il faut justement un peu s'y connaître en programmation, et la plateforme, elle permet... justement de faire tout ça juste avec l'IA. Il y a une dimension qui est tout autre quand on œuvre dans des quartiers prioritaires. Oui, c'est sûr que c'est des populations, des habitations qui sont
Enfin, les QPV, ça fait partie des régions les plus pauvres. Donc, forcément, ils font face à des défis qui ne sont pas les mêmes. Manque de ressources financières, etc. Ça implique forcément que des fois, l'information, on ne va pas la recevoir de la même manière. On ne va pas forcément aller la chercher parce qu'en fait, on a d'autres problèmes dans la vie. Il peut y avoir une défiance, effectivement, qui va être plus importante envers les médias et les journalistes. Ça peut être en partie parce que la manière dont ils vont être représentés dans les médias est souvent négative. Donc voilà, il y a aussi une question de représentation dans les médias qui est assez importante. Et donc leur donner la parole, ça leur permet aussi de justement retrouver confiance dans les médias. Mathilde, j'écoute depuis 20 minutes, j'ai vraiment le sentiment, et on arrive effectivement au terme de cette semaine spéciale dédiée à l'éducation aux médias et à la presse à l'école, que l'EMI, c'est, en tout cas l'enseignement aux médias, c'est capital, primordial en 2026. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est un outil de cohésion sociale. Tu le ressens, toi, sur le terrain ? Parce que je pensais beaucoup aux jeunes en faisant cette émission, mais moi, toute la semaine, on m'a parlé. On m'a dit oui, et les jeunes, mais aussi leurs parents. Oui, c'est ça. C'est vraiment important de parler à tout le monde. Effectivement, on dit aussi beaucoup que l'EMI, ça permet d'être un citoyen éclairé. C'est le petit mot qu'on emploie, mais... On entend toujours ça, mais tu mets quoi derrière ? Non, mais c'est vrai, on pense qu'en fait, être capable de comprendre et analyser l'information, c'est aussi comprendre et analyser les enjeux en fait, qui nous intéressent en tant qu'individus, qui intéressent la société, qui permettent du coup d'avoir un meilleur vivre ensemble. C'est aussi accepter l'opinion et la réalité des autres et pas forcément rester concentré que sur la sienne. Donc oui, non, avoir un esprit critique et être capable de comprendre et d'analyser la société qui nous entoure, ça aide à la cohésion sociale. D'où vous est venue l'envie finalement de travailler sur ce format des exercices interactifs ? Quelle est la genèse du projet derrière Mexti ? Alors l'envie, elle vient surtout, par exemple, de mon expérience personnelle. Moi, personnellement, l'école, ça n'a jamais été... pas une partie de plaisir, mais ça n'a jamais été facile parce que je trouvais que le contenu était très traditionnel, sur papier. C'est beaucoup de contenu où c'est apprendre du par cœur. Et c'est vrai que moi, j'ai plus besoin de et je suppose que c'est le cas pour beaucoup de gens, plus besoin de la pratique. Du visuel aussi. Du visuel, de la pratique, justement, c'est ça. Et justement, c'était dans l'idée de montrer aux gens qu'on peut aussi avoir des exercices pratiques pour pouvoir justement apprendre différemment qu'avec juste des cours traditionnels et du par cœur, quoi. Et voilà pour le Zap, un grand merci d'avoir passé votre soirée sur School TV. Voici l'équipe qui vous a accueilli ce soir. À la réalisation, Magdi Amitouche, au son Thibaut Goury-Lafont, au maquillage Eva Troller et Elodie Wilfried et Siam Carbouche à la rédaction. Très très belle soirée, bon week-end. On se retrouve lundi, mais cette fois, il y aura bel et bien Virginie Guillaume qui vous accueillera avec grand plaisir. Bon week-end encore une fois et à très bientôt.